Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Salut, c'est Fred, Indécent Podcast. Donc on est toujours aux Imaginales 2023, toujours à Épinal. Et cette fois-ci, on est avec une autrice de grand talent qui s'appelle Alexandra Koselik. Que voici, que voilà. On va commencer tout de suite avec la première question. On la connaît, elle est facile, elle est classique. Qui es-tu? Peux-tu te présenter? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Alexandra Koselik. J'ai publié 4 romans, 3 romans aux Forges de Vulcain, et donc adultes, et un roman plutôt grands ados, jeunes adultes, dans la collection R de Robert Laffont, qui est le premier tome d'une trilogie. D'accord. Donc ça fait un petit moment que tu écris, à peu près combien de temps? Alors, mon premier livre a été publié en 2019, mais j'écris depuis plus longtemps que ça. J'écris à peu près depuis 2006-2007. Et j'écrivais des... Alors, j'ai commencé par des poèmes et des concours de nouvelles. Quand le thème m'intéressait, et j'écrivais vraiment pour mon plaisir, de façon assez régulière. J'ai aussi créé un atelier d'écriture sur un blog, en me disant que si j'initiais cet atelier d'écriture, j'étais bien obligée d'écrire, puisque c'était... voilà. Et en fait, donc, toutes les semaines, j'écrivais à partir d'une photographie. Et ce que j'adorais avec ce support, c'est que chaque auteur et autrice avait vraiment chopé un point particulier de la photographie et écrivait une histoire qui était complètement différente. Donc on pouvait avoir des tons différents, un angle de vue différent. Et ça, c'était pendant 6 ans. Donc au fur et à mesure donc, de ces années, certains auteurs, certaines personnes qui participaient sont devenues auteurs. Et j'adorais ça, de voir que certaines personnes étaient publiées, et sans vouloir être moi à mon tour publiée, puisque ça me suffisait d'écrire un texte par semaine. Et au fur et à mesure du temps, il y a des participants, il y a un auteur qui écrivait sous pseudo sur cet atelier d'écriture, tout simplement parce que ça lui donnait une certaine liberté, qui m'a dit « Mais et toi, quand écris-tu ton roman ?» Et je lui ai répondu « Je pense que je n'ai rien à raconter. » Et c'est sa réponse encore qui m'a fait bouger les lignes en quelque sorte. Voilà, il m'a dit « Mais attends, ça fait 6 ans que tu écris une nouvelle chaque semaine. Une nouvelle, c'est un embryon de roman, donc il suffit que tu prennes ne serait-ce qu'un texte et puis tu l'étires dans tous les sens et tu as ton roman. » Donc là, ça m'a fait réfléchir, de me dire en fait, peut-être que j'ai quelque chose à raconter. J'ai relu mes textes, et il y avait vraiment une thématique, plusieurs thématiques qui jaillissaient. La thématique de l'identité, de la métamorphose, de la nature, à travers plein d'histoires complètement différentes. Et À crier dans les ruines est né de ce retour finalement de lecture. Et depuis, je n'arrête pas d'écrire. Et justement, on va y venir un petit peu sur les titres que tu as publiés. Donc nous, sur la chaîne, on vous avait déjà présenté L'Archiviste, donc aux Forges de Vulcain. Bon, je crois que j'avais déjà été assez dithyrambique, mais j'avais pas fini la critique, ça viendra à un moment donné. Mais je pense que on sera vraiment dans le... Mon Dieu, c'est beau, bordel, lisez-le. Bon, voilà. Plus sérieusement, voilà, c'est très concis comme critique. On apporte vraiment quelque chose à l'art de la critique. Ouais. Pas du tout fanboy, tout va bien. Mais c'est vrai que moi aussi, parfois, en fait, quand j'adore un livre, c'est difficile de parler. Prendre du recul, voilà, complètement. C'est juste, vas-y, lis-le. Je peux pas dire autre chose. Oui, c'était juste pour savoir les romans que tu as publiés. Parce que moi personnellement, donc j'en suis qu'à l'archiviste, j'ai pas été encore voir les autres. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement des ouvrages qui ont déjà été publiés et pourquoi les forges aussi? Ouais.
Alors pourquoi les forges peut-être? Ouais. David Melman, c'est un peu ça. Ouais, le fameux David, ouais. L'incontournable David. Alors pourquoi les forges? En fait, j'avais lu un roman des forges autour du handicap. Donc c'est un funambule sur le sable de Gilles Marchand. Et en fait, je trouvais que... Enfin, moi, j'avais des retours d'éditeurs pour À crier dans les ruines, qui s'appelait pas À crier dans les ruines à ce moment-là. Et en fait, à chaque fois, j'avais quelque chose de très frontal au niveau des éditeurs. C'est-à-dire, on me disait... pour À crier dans les ruines, que je n'avais pas assez mis de maladie, de détresse, vraiment quelque chose de très sombre autour de Tchernobyl. Alors que moi, mon point de vue, c'était de partir de Tchernobyl, mais non pas pour m'appesantir sur, voilà, sur la catastrophe, même si je suis passée aussi par ces chapitres-là, obligatoirement, je ne peux pas non plus ne pas en parler, mais c'était pour m'en extraire et pour montrer au contraire comment on peut rebondir après cette catastrophe. Donc le but, c'était pas de faire un roman sur cette catastrophe-là, parce qu'il y a déjà la supplication de Svetlana Alexievitch, donc c'était pas faire quelque chose une supplication bis, et puis en plus j'étais pas encore publiée, et s'attaquer à un prix Nobel de littérature... C'était pas forcément, voilà, non, pas du tout. Et donc c'était Tchernobyl, mais vu sous le prisme de Tchernobyl comme un mythe moderne. Donc reprendre certaines choses comme par exemple le réacteur qui est comme l'œil du cyclope, ou alors Pripyat, donc qui est la ville à côté de Tchernobyl, comme Pompéi. En fait, à chaque fois que je regardais cette ville, pour moi, il y avait vraiment les images de Pompéi, Pompéi au Herculanum, et c'était de travailler Tchernobyl autour de ce regard-là. Une espèce de ville figée dans le temps. En fait. Voilà, exactement. Ouais. Et les éditeurs avaient vraiment quelque chose de frontal avec... Là, vous avez écrit un texte pas assez simple, mais actuellement, les livres sont publiés au présent. Donc, changez tout. J'avais vraiment quelque chose d'assez restreint. Et les forges, c'était autre chose. C'était, par exemple, avec ce roman de Gilles Marchand, travailler le handicap, mais avec, non pas en frontal, mais avec un personnage qui avait un réel violon dans la tête, avec des cordes agressées. Et je trouvais ça génial, c'est-à-dire en parler sans en parler, et je l'ai envoyé aux forges, pour cette raison. Alors on rappelle donc Gilles Marchand qui vient de remporter un prix assez important d'ailleurs pour son dernier roman, donc c'est Le Soldat désaccordé, hein, qui pareil, qui est une petite merveille. Le prix des libraires. Voilà, un petit prix quoi. C'est ça. Il y a eu quelques prix chez les Forges de Vulcain, là, j'ai vu ça. Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai reçu le prix Vlil, qui est le prix qui met en avant un roman des maisons d'édition indépendantes, qui considèrent que voilà, les maisons indépendantes n'ont pas forcément n'ont pas la presse comme des... C'est plus compliqué. Voilà, c'est plus difficile. Voilà, donc c'est un prix qui met en avant les maisons d'édition indépendantes, et donc c'est bien d'avoir reçu ce prix. Ah, oui. Et donc après ce premier roman, donc il y en a eu, tu me disais, 2 autres avant l'Archiviste. Oui, tout à fait. Donc À crier dans les ruines, La 10e muse, qui parle d'un personnage qui découvre la tombe de Guillaume Apollinaire et qui vit quelque chose au cimetière du Père-Lachaise, qui fait que quand il rentre chez lui, il est pris d'une passion vraiment dévorante pour Guillaume Apollinaire, et il a l'impression que le poète lui parle. Il se met à rêver des muses de Guillaume Apollinaire, et ça nous conduit vers cette 10e muse dont on parle jamais et qui pour moi font de la poésie de Guillaume Apollinaire. Donc on est vraiment sur une tonalité là fantastique. Ce que j'allais dire, c'est pour avoir lu l'Archiviste, hein, on est sur des thématiques qui sont quand même assez proches, ces passages entre frontières entre le fantastique et puis le réel, puisque ce qui se passe dans l'Archiviste est quand même fondamentalement grave, hein, c'est pas des sujets faciles, et il y a ces passages justement avec le fantastique. Enfin moi ça m'a beaucoup fait penser à Le jeune homme, la mort et le temps de Matheson, avec ce point de bascule où ça part à un moment donné dans le fantastique, dans un imaginaire où justement après ça sert d'appui, un peu labyrinthe de Pan aussi, hein, quelque part. Voilà. Merci pour ces comparaisons. Ouais, enfin, pour avoir vu les deux, que ce soit Le jeune homme, la mort et le temps, et puis Labyrinthe de Pan, c'est des moments de bascule où on ne sait plus vraiment si on est dans le fantastique ou le réel.
Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'archiviste en fait. Oui, Donc, et je retrouve ce que tu racontes des précédentes, ça se rapproche de ces thèmes-là aussi. oui. De transmission aussi. Oui, 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 complètement. Il y a effectivement ces deux... La transmission est à chaque fois effectivement importante. Et là, je pense que c'est parce que je suis aussi professeur et que si je suis devenue professeur, c'est parce que j'aime transmettre. Et dans mon écriture, obligatoirement, il y a cette transmission aussi qui est là, oui, tout à fait. Et puis après, alors là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me vient de mes études, comme j'ai fait des études de lettres classiques, avec cette forte imprégnation des mythes, de la mythologie, les contes, les histoires. Et quand on lit par exemple, ne serait-ce qu'Homère, on est vraiment sur aussi ce... Il n'y a pas de frontière entre la réalité et le merveilleux. On navigue, c'est le cas de le dire, entre ces deux eaux-là. Et moi j'adore ça, c'est-à-dire que quand je regarde la réalité, il y a plein de choses dans la réalité qui me font dire que ce n'est pas la réalité. Philippe Cadic n'est jamais loin. Oui, complètement. Non, mais tout à fait. Et je ne vois pas la réalité comme quelque chose de réel. Enfin, c'est peut-être bizarre à dire, mais... Non. C'est des moments où on peut effectivement avoir des regards décalés, quoi. Oui, complètement. Et donc, mon écriture est aussi teintée de tout ça. C'est une richesse. Et on en revient justement à l'archiviste. On parlera du roman jeunesse, donc qui lui chronologiquement est sorti avant l'archiviste. Oui. Mais pour rester sur l'archiviste, dans sa construction éditoriale, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'en avais discuté vite fait avec David justement. On voudrait en savoir un petit peu plus sur la façon dont s'est construit ce roman. Oui. Alors ce roman est un peu fou, effectivement, dans sa construction. C'est-à-dire que, alors avant de parler de sa construction, j'étais en train d'écrire le tome 2 donc, du Sanctuaire d'Emona. J'étais arrivée à peu près à la moitié quand l'invasion en Ukraine a eu lieu. Et il y a eu vraiment une phase de sidération. C'est-à-dire que je ne pouvais plus écrire ce tome 2. Vraiment, l'écriture elle m'a échappé. Et à côté de ça, il y avait aussi un mouvement de bascule avec ces voix ukrainiennes qui montaient en moi, avec une forme de jaillissement. Il fallait que j'en parle. Et le lendemain de l'invasion ukrainienne, j'étais justement je rencontrais des classes de lycée parce que À crier dans les ruines venait de remporter le prix des lycéens de Compiègne. Et très rapidement, les questions n'ont plus porté sur À crier dans les ruines, mais sur l'actualité, ce qui était normal. Et là, il y a un élève, un lycéen qui m'a dit est-ce qu'Ivan, donc Ivan est un des personnages d'À crier dans les ruines, est-ce qu'Ivan aurait pris les armes? Et là, il y avait la réalité et la fiction qui se mélangeaient. C'est-à-dire qu'Ivan n'était plus un personnage, mais il était une personne. Il sortait de sa fiction je le voyais prendre les armes. Et je lui dis, mais bien sûr qu'il aurait pris les armes. Et le fait qu'un lycéen sorte un personnage et l'incarne en quelque sorte, le rende réel, ça m'a basculé dans de nouveau cette fiction. Et la réalité et la fiction s'interpénètrent. Et je lui ai dit, bien sûr qu'il aurait pris les armes. Et un de ses copains a dit, il va falloir l'écrire, madame. Un petit jeu. Et là, en fait, il y avait un mouvement je ne transmettais plus aux lycéens, c'était les lycéens qui me disaient allez-y, écrivez. Et ils m'ont dit écrivez la suite d'À crier dans les ruines. Et je leur ai dit que je ne pouvais pas écrire la suite puisque dans ma tête c'était un univers clos. Et ils m'ont dit mais qui va le raconter si vous ne le faites pas? Et voilà, quand je suis rentrée, alors l'après-midi, je visitais une bibliothèque d'archives. C'est spécial, les bibliothèques d'archives. Hein. Ah oui, non mais moi je pourrais y vivre. Et dans le train du retour, il y avait ces voix ukrainiennes qui montaient, les lycéens qui me disaient qu'il fallait en parler, cet homme qui me montrait ces différentes archives, et là, là, finalement, c'est la réalité qui vient à mon secours. Ou alors, du moins, je vois tous ces signaux à ce moment-là. Tout simplement, peut-être... moi, j'ai l'impression que quand on a envie quand on écrit, quand on est dans un processus créatif, on est poreux à plein de choses. Et c'est là que... Voilà, on est comme un canal, en quelque sorte, entre ce qui arrive de nos tripes,
ce que la réalité nous donne et on rejaillit voilà, d'un autre... Et donc, on rappelle hein, donc, que tu es originaire d'Ukraine. Oui, hein, tout à fait. c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, donc Oui, vrai, on le signale quand même. Ce qui fait que voilà, ça touche d'autant plus. Et donc, j'avais fait un petit résumé de l'archiviste. Hein, donc, c'est pendant l'invasion. Après, les pays ne sont pas vraiment nommés. C'est jamais même nommé. Non. Mais on s'en rend très vite compte. Et c'est le combat de cet archiviste contre la pire des guerres, qui est l'effacement de la culture. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Alors, là, effectivement, très rapidement, je me dis que c'est pas, même si c'est terrible à dire, seulement détruire la culture, mais là, c'est un personnage qui est encore plus pervers et qui dit ça ne sert à rien de détruire la culture, parce que la culture va rester comme une forme de nostalgie chez les personnes, et cette nostalgie est un terreau pour résister. Là, il s'agit de modifier certaines phrases par-ci par-là, ou certains tableaux, d'effacer ce qui fait le patriotisme ukrainien, et à un moment donné, donc, de remettre ces œuvres dans les musées, ou de remettre aussi les œuvres dans les écoles, mais avec de bons professeurs ou de bons conservateurs. Et à ce moment-là, au fur et à mesure du temps, se détruira cette culture. Et comme elle sera effacée, et comme il n'y aura plus cette nostalgie, on pourra définitivement asservir le peuple ukrainien. Et donc voilà, donc cet archiviste commence à modifier tout simplement parce que cet homme au chapeau détient sa sœur. Il fait du chantage et elle modifie et là c'est terrible, c'est parce que moi aussi j'ai dû modifier alors le premier travail est l'hymne ukrainien et je me suis rendu compte que c'était tellement simple de changer alors c'est une langue à déclinaison, donc de changer une déclinaison, de mettre un mot non plus à l'accusatif par exemple, mais au datif, et donc on change complètement, c'est plus aller vers l'autre, mais pour l'autre, et donc c'est très facile malheureusement de changer et après, une fois qu'on écoute l'hymne, c'est bizarre, j'ai toujours entendu autre chose, peut-être que mon esprit m'a joué un tour et forcément c'est cette vicieux. Version, oui c'est vraiment vicieux. Oui. Et donc dans ce parcours éditorial, donc je sais qu'il y a eu des échanges justement avec David qui se sont faits pour la création, tu peux en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors au départ, effectivement, quand j'en parle à David, au départ je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qui va ressortir de ce texte, je ne sais pas si même ce sera publiable, mais je ne peux pas faire autrement, donc je l'écris. Et là, David me dit, et là c'est très important, cet accompagnement d'un éditeur, il me dit, vas-y, il faut que tu m'en parles, et puis après, vas-y, je te fais confiance, on verra après par la suite ce qu'il en ressortira. Et comme c'est un texte qui se construit vraiment de façon très rapide, parce que là aussi j'ai une forme d'urgence où je ne peux pas me poser, à chaque fois que je me pose, j'ai l'image de ces Ukrainiens qui sont en train de se battre et je n'ai pas le droit de me reposer moi. Donc j'écris tout le temps et j'envoie au fur et à mesure à David. Et puis après j'ouvre un document sur Google Drive. Avec un partage, voilà. Donc lui, il voit en direct ce qui se fait. Et lui, il n'a pas l'habitude non plus. Il adore travailler sur papier et pas sur un drive. Donc là aussi, pour lui, c'est quelque chose de différent. Et puis, il voit le texte grandir, qui devient un peu tentaculaire. Parce que, en fait, je n'écris pas de façon chronologique, mais j'écris par... je me réveille, par exemple, le matin ou je me réveille la nuit en me disant, voilà, c'est ça, il faut que j'écrive de cette façon-là, avec cet angle-là. Et donc, il voit que le texte se construit par endroits, par puzzle. Et au bout de 15 jours, il me dit, bon, là, il y a c'est une construction qui est pas habituelle. Je vois qu'il y a une certaine folie qui s'empare de toi. Et ben, moi aussi, je veux être fou. Et je veux bouleverser l'ordre éditorial. Je veux avoir ma part aussi dans cette résistance-là, cette résistance. Il me dit, j'avais prévu effectivement une sortie en janvier-février 2023. Je rebascule vers octobre 2022. Et là, je lui dis, mais David, le texte n'est pas écrit. Il y a un tiers qui écrit. Il me dit, c'est pas grave. Si jamais, ne te mets pas la pression, mais j'ai confiance en toi et je sais que il y aura un texte pour octobre.
Et là aussi, oui, complètement. Et avec David, c'est ça. À chaque fois, il y a eu ce côté... pour À crier dans les ruines, au départ aussi, il me disait, il y a quelque chose de ce texte, il me hante. Parce qu'au départ, À crier dans les ruines, il me dit, c'est un texte qui est magnifique, mais je me sens pas de le porter. Parce que il y avait aussi une forme d'histoire d'amour et écrit par une femme, une histoire d'amour écrite par une femme, et il se sentait pas légitime d'en parler. Et en même temps, il me disait, mais ce texte me hante, donc il faut quand même que je travaille avec toi, mais ça se trouve, ce sera pas moi ton éditeur. Et à l'heure actuelle, je trouvais ça magnifique qu'une personne prenne du temps, comme si le livre allait être publié, mais sans forcément savoir s'il allait gagner de l'argent aussi avec ce texte. Et c'est cette histoire que j'ai avec David, d'avoir une forme de... ce qui est important, c'est le texte, et peu importe si y a de l'argent derrière. Voilà, c'est toujours comme ça. Et là, par exemple, pour la petite anecdote, David cherche une personne, un traducteur, pour que ce soit traduit en ukrainien, mais il se charge des droits de traduction. Ouais. Et tout en me disant que là, actuellement en Ukraine, les éditions sont au point mort, donc il souhaite aider les maisons d'édition ukrainiennes. Et là aussi, je trouve que c'est un geste merveilleux. Voilà. Ça se fait aussi en illustration, parce que bon, comme on est des rôlistes, on pense par exemple aux copains de 7 Mess qui ont édité donc Note, qui est un jeu post-apo, et ils devaient faire tout imprimer en Ukraine, donc ça va plus se faire, mais voilà, il y a eu des passerelles qui ont été faites aussi. Ouais. Et pour revenir à l'archiviste, pour le tirer là-dessus, il y a quand même un côté, moi, qui m'a, comme l'a dit David, ça hante, parce que je trouve que l'histoire, elle est vachement universelle en fait. Parce que c'est pas que l'histoire de l'Ukraine, l'histoire d'effacer une culture, de tout éradiquer. C'est quelque chose qui, malheureusement, a traversé les millénaires, quoi. Donc, et c'est aussi ce côté-là que j'ai retrouvé. C'est peut-être pour ça que le roman m'a autant touché. Ouais. J'en parle assez souvent, d'ailleurs. Un peu trop, je ne sais pas. Bref. Donc, c'est vrai qu'il y a... Comment ça s'est construit, justement, cette façon de raconter? Ouais. Alors, oui. Effectivement, quand je commence cette écriture, c'est pour moi m'extraire de la guerre. Tout simplement parce que y a une forme d'obsession qui se crée, où je suis continuellement sur les réseaux, sur Twitter, sur le fil du monde, voilà, pour voir où en est justement l'armée ukrainienne. Et l'écriture me sauve en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est une façon de faire des recherches sur quelque chose qui a déjà été fait, donc autour de ces artistes. Donc je m'extrais de la guerre, et en même temps l'écriture, qui est plus un temps long, avec les mots aussi, me sert d'intermédiaire. C'est un média les mots sont là pour comme une forme d'écran en quelque sorte. Et l'écriture mime aussi cette mise à distance, c'est-à-dire que c'est K, c'est une initiale. Elle s'appelle pas Katerina par exemple, donc on n'a pas, on se dit pas que c'est forcément dans un pays slave. Il y a aussi ce côté, donc cet homme au chapeau, avec vraiment, ce sont plus au départ, donc une archiviste, un envahisseur. Je cherchais à travailler autour du conte. Tout simplement parce que le conte est universel. Et au départ, donc là la première ligne c'est « Le soir était tombé sur l'Ukraine », mais au départ c'était « Le soir était tombé ». Et il n'y a pas de mention de l'envahisseur, on ne sait pas d'où il vient, même si on se doute, on ne sait pas non plus où se passe cette invasion, même si on se doute, mais j'avais vraiment envie de travailler sur ce côté universel, de travailler aussi sur comment finalement fait un envahisseur pour conquérir un pays, parce qu'il applique exactement à chaque fois les mêmes choses, détruire une culture, effacer une culture, et donc ça pourrait très bien, là ça se passe en Ukraine, mais ça pourrait très bien se passer en Syrie par exemple. Et d'ailleurs j'ai des... Voilà, oui. Et j'ai des lecteurs d'ailleurs qui m'ont demandé si au départ ça ne se passait pas en Syrie. Parce qu'il y a ce côté universel qui est là. Et là c'est un très joli compliment quand on me demande si vraiment je voulais travailler autour de l'Ukraine. Tout simplement parce que je voulais ce côté universel aussi. Écoute, on va clôturer cette petite interview. On te remercie énormément. Merci à vous. Et puis on te souhaite un bon festival. Merci. Et puis une prochaine en tout cas. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Salut.
Thank